Il y a 35 km², c'est la pourvoirie. Il y a 12 lacs. On en a choisi un. On va aller au lac Loutre. OK, juste ici. On va aller voir, ils sont où les cabanes des castors, ils sont où les barrages des castors, l'interaction entre tout ça qu'on appelle l'écosystème. Et c'est un lieu qui est magnifique, comme la plupart des lacs. Mais j'aime beaucoup ce lac-là. Ça ne veut pas dire qu'on va voir des castors habituellement 7h, 8h. En ce moment, il y a des castors, mais ils dorment. Ils restent à l'intérieur des cabanes. Mais ça arrive une fois de temps en temps qu'il y a des petits, pendant que les parents dorment, qui sortent et qui se promènent. On va voir peut-être des petits castors. Et des fois aussi, on en voit des gros. Mais c'est exceptionnel. Ça vous va? On en a pour 1h30. On revient ici à 5h. Capitaine Éric, vous allez vous asseoir en arrière. Et vous, votre prénom? Capitaine David en second. Vous allez vous asseoir en avant. OK, et les amis de... Allez-y, les amis, suivez-les. Et on a besoin de personnes dans celui-là. Hey, est-ce que vous pouvez... Oh là là! Oh là là! Das skulle det bli trøbbet med denne. Ja, men je vais avoir une idée. On va le faire dévorer par nous. Les canaux des Amérindiens qui ont 4 à 5 mètres de long en écorce de bouleau. Les Français, lorsqu'ils arrivent ici, eh bien, ils font rallonger les canaux à 13 mètres de long, 2 mètres de large. Là-dedans, on met 3 tonnes d'équipement, 14 hommes, 55 coups de rame à la minute, 14 heures par jour, et on tient le coup 5 mois et demi. Qu'est-ce qu'on met dans les canaux? Des têtes de hache pour les tomahawks. Les têtes de hache sont faites à Bayonne. Ensuite, des Tulle et des Saint-Étienne. C'est des fusils qui sont fabriqués à Tulle et à Saint-Étienne. Le mécanisme est bon, les Amérindiens les aiment et nous aussi. Ensuite, des chaudrons de cuivre, des couvertures et du matériel pour atteindre 3 tonnes d'équipement. On part de Montréal, une brigade, c'est 60 Rabasca. Dorénavant, ces canaux portent le nom de Rabasca. C'est la rencontre de 2 grandes nations, amérindiennes et françaises, qui ont créé cet objet-là, qui, en réel, est beaucoup plus long. On part de Montréal, 60 Rabasca, imagine-toi, 14 à 15 Français par Rabasca. Ça commence à en faire, ça, du français, qui monte dans les pays d'en haut, chez les Illinois, les Ojibwés, les Cris des Plaines. On part de Montréal, 55 coups de rame à la minute, la rivière des Outaouais, la rivière des Français, les Grands Lacs, jusqu'au Manitoba. Manitou, c'est à 2500 km d'ici, le Manitoba. Manitou, ça veut dire créateur. Manitoba, ça veut dire le souffle du créateur. C'est le nom d'une province canadienne au centre du Canada. Et là, on revient après 2 mois et demi. Ça prend 2 mois et demi pour revenir. Les canaux chargés à bloc de fourrure de castor. On a même développé des vérins pour écraser les fourrures, pour en faire des paquets compacts, denses, 40-42 kilos. Pendant ce temps-là, les jeunes, ils sont partis, eux, au mois de mai. On est rendu au mois de septembre, les vaisseaux français sont arrivés, et en plus, on est rendu au mois d'octobre, et les jeunes, eux, sont toujours pas arrivés. Les glaces commencent à prendre alentour des vaisseaux. Les capitaines s'inquiètent royalement. Ils se demandent ce qui se passe avec les jeunes. Par contre, le lendemain, on les entend au loin. Ça rit, ça chante, ils sont de bonne humeur, ils font des blagues, mais ils te grimpent ça à 75 coups de rame à la minute. En même temps, ils sont très contents d'être revenus à la maison. Et là, ils se collent sur les vaisseaux français et on décharge les canaux. C'est là que le travail commence. 3 jours, 3 nuits. On prend les ballots et on les lance sur les ponts. Des ponts dans les cales, des ponts dans les cales, incessants. 3 jours, 3 nuits.
Une fois que c'est terminé, on largue les amarres, on lève l'ancre, on hisse la voile, le vent pogne dans la voile, la proue brise les glaces, ça craque de partout. Direction Rouen, chez vous, dans les tanneries. Et c'est là qu'on fait des bicornes, des tricornes et des vêtements pour la monarchie. Et ça, c'est une entreprise bien huilée, au quart de tour. On a fait ça pendant 200 ans. Le Canada n'existerait pas si ce n'était pas du commerce de la fourrure, si ce n'était pas des Amérindiens qui fournissent la fourrure, et si ce n'était pas de vous, les braves voyageurs. Tu veux travailler chez Ubisoft, il y a des critères d'embauche. Tu veux travailler chez Renault, il y a des critères d'embauche. Si tu veux être voyageur, premier critère d'embauche, pas mesurer plus qu'1,60 m. On choisit des petits Français qui n'ont pas de gras, qui ont juste du nerf, des pumas, ils ont une force herculéenne. Et aussi, ils prennent moins de place dans les canaux pour mettre plus de place pour du matériel. On dit du cardinal Richelieu que c'est un homme de Dieu. Mais c'est un homme aussi qui pense, qui est très terre-à-terre. Hein? Il pense beaucoup au profit. Cette compagnie-là s'appelle la Compagnie des 100 associés, bureau-chef à Paris. Deuxième critère d'embauche, tout ça est véridique. Avoir un répertoire de chansons. OK? Donc, le bourgeois est assis sur les fourrures et une soixantaine de jeunes sont tous alignés un arrière de l'autre et ça chante. Mais ça chante tout croche, ça chante mal. C'est pas grave, en autant que tu aies un répertoire. Et au 16e siècle, qu'est-ce qu'on a en première position au palmarès dans les prisons de Nantes? Face B, instrumentale, dans les prisons de Londres. Auprès de ma blonde, c'est l'aviron qui nous mène. Papa Outé. Les grands succès de l'époque. Ça sert à donner la cadence et à rendre le travail beaucoup plus agréable. Encore aujourd'hui, les Premières Nations, ils s'en souviennent dans leur tradition orale. Ah oui, lorsque les Français, ils venaient sur nos territoires, le lac Erie, le lac Huron, au crépuscule, on pouvait les entendre chanter. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon. Les Français, c'est pas un peuple menaçant. Ils sont en phase avec leur environnement, se lient organiquement avec leur environnement, se marient avec les femmes des Premières Nations. Ils ont fait ça avec 300 nations amérindiennes alliées aux Français. Les Anglais en ont une, la Grande Confédération des Iroquois, qu'on appelle Haudenosaunee. Dernier critère et on décolle. Là, on sait que certains d'entre vous, vous êtes illettrés. On vous l'a expliqué je ne sais pas combien de fois. Et là, on vous a donné une petite plume d'oie et là, vous avez fait votre X sur le contrat. C'est écrit en gros. Pas de râleur. Pas de râleur. Pas de chialeux, comme on dit. Mais mettez-vous à leur place, ces jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui fêtent toute la nuit. Nous, là, on les réveille, les patrons, le matin à 4 heures. Didier, debout! Jean-Baptiste, réveille! Et là, on saute dans les canaux. Le matin, ici, il fait très froid. Les jointures te gèlent. Et là, 55 coups de rame à la minute. Rendu midi, chaleur suffocante. La chaleur, la sueur, le sel dans les yeux, à genoux dans les canaux. On n'arrête pas pour chasser, ni pour pêcher. Il faut comprimer le temps pour le faire en dedans de 5 mois et demi. Donc, on transporte la nourriture dans chacun des canaux. Qu'est-ce qu'on mange à tous les jours? Du porc et des haricots. Flatulence, plein les canaux. Fait que là, t'es à genoux là-dedans, il fait chaud, puis ça pue. Puis là, tu rames. Il y en a un qui commence. Ah, je veux retourner à La Rochelle. J'en peux plus, moi. Tu dis, ah, tabarnak. Lui, il va faire péter les plombs du reste de l'équipage. Ah oui. On l'a à l'œil. On lui a trouvé un surnom. Raoul le râleur. En direction vers le Manitoba, à 2 semaines et demie d'ici, il y a les Grands Lacs et il y a un énorme rapide qui s'appelle le Sault Sainte-Marie. Rendu au Sault Sainte-Marie, 59 canots cessent de pagayer et sournoisement entourent le canot dans lequel est Raoul le râleur. Ils sifflent, ils font semblant de rien, mais là, ils se prennent à 3 bons hommes pour ne pas manquer leur coup. Le Raoul, il te le pogne par le califourchon et par le collet, il te le sort du canot et là, il te le balance dans les rapides.
Et ces rames-là ne servent pas juste à ramer, ça sert aussi à les pousser au fond de l'eau pour s'assurer là, qu'ils disparaissent. Ah oui? Et c'est véridique. Le pire, c'est que c'est vrai. Oh! Et c'est comme ça que de génération en génération et de voyage en voyage, les voyageurs ont épuré de la nation française les râleurs. Il en reste quelques-uns. Ont épuré la nation française des râleurs pour en arriver à un résultat final qui est nous, les Québécois. Devant ce long processus darwinien d'épuration, on est le nec plus ultra. Et je veux juste vous dire, souvent les petites sociétés qui se sentent menacées, on est très vantards, un peu petit coq, comme on dit. Hey, là, on va passer aux choses sérieuses. On va y aller. Le pommeau dans la main, je sais que vous le savez, mais on y va pareil. Le pommeau dans la main. Et nos capitaines à l'arrière, là, regardez, tu rentres ta rame comme ça, faites-le devant moi. OK, tu la colles sur le... Ça sert de levier, ton canot. Et tu changes de côté. Droite, gauche, les milieux. Plus que vous allez ramer, pagayer, mieux les capitaines vont diriger. J'arrive. Où est-ce qu'ils sont là-bas? À droite, David. Le lac sur lequel vous êtes présentement, il n'existait pas. Il a été fait entièrement par les castors, tout ce lac-là. La Mauricie, c'est grand comme la Suisse. La Mauricie, c'est une région comme Bordeaux, là, mais ça a la même superficie que la Suisse. Et il y a 17 652 lacs et rivières. 17 652 lacs et rivières. Et là-dessus, il y en a un bon nombre qui ont été créés par les castors, comme celui-là. Une façon de comprendre les cabanes des castors. Imaginez-vous que vous preniez un panier d'osier dans ta main. Tu le prends, tu le renverses. Tu l'enfouis dans l'eau aux 2/3. Le 2/3, là, il est sous l'eau. Et sous l'eau, il y a 2 portes. Au-dessus de la cabane, il y a une cheminée de 25 cm à peu près qui laisse évacuer l'air vicié. Moi, je viens ici l'hiver. Il y a 1 mètre de glace. Je marche sur la glace avec mes pièges à castor que je vais porter au barrage à l'eau. On est 7 heures le matin, 1 mètre de glace. Je marche tranquillement, il fait beau. Il fait moins 30. Dans les cabanes, il fait plus 12. La chaleur familiale, la fourrure, les chairs ensemble, ils sont 12 là-dedans, à peu près. Fait que là, ça crée une chaleur qui, elle sort par la cheminée, puis instantanément, elle est happée par le froid extrême, qui est moins 30, ça passe de plus 12 à moins 30. Fait que ça crée des colonnes de fumée, de condensation. Il y a 7-8 cabanes comme ça qu'on voit. Le matin, tu marches tranquillement, il fait soleil, on est bien, de bonne heure. Et là, tu vois la fumée qui sort tranquillement de chacune des cabanes. C'est tellement calme. Tu as l'impression que tu es dans un village de Schtroumpf. Dans une cabane, c'est une famille. On appelle ça une colonie. Ils sont à peu près 8 à 12. Le papa et la maman, ils sont unis pour la vie. Et lorsque un des deux meurt, c'est des nouvelles données qu'on a. Eh bien, l'autre tombe dans une dépression. Oh, le pauvre. Donc, c'est pas juste pour la reproduction. Il y a autre chose, il y a une forme d'attachement. Oui. Je dirais pas de l'amour, là, c'est un concept, bon, mais une forme d'attachement. Ça les rend d'ailleurs, maintenant que je sais ça,
Ça les rend plus sympathiques quand tu les regardes. Pauvre petite bête, tu sais. Lorsque la maman va enfanter de nouveau, le papa, pour que la maman enfante en paix, il va prendre tous les petits dans la cabane, puis il te les sort. Il te les amène au loin, leur apprendre à construire des barrages, à construire des cabanes. Et une fois que les enseignements, à être autonome, tu sais, une fois que les enseignements sont donnés, le papa est tout fier de lui, il revient, lui, à la maison, mais souvent, sur le chemin du retour, il y a souvent un petit castor qui suit le papa, parce que lui, il n'a rien compris. Et du moment qu'il rentre dans la cabane, la maman perd pas de temps avec sa queue de castor. Pow! Elle te l'expulse de la cabane. Il n'y a pas de tanguy chez les castors. Les deux portes qui sont sous l'eau là, sont importantes. Hein? Et l'eau est par-dessus les portes. Là-bas, il y a un barrage. Si jamais il y a une faille importante dans le barrage, les castors, ils l'entendent à 1 kilomètre facile. Et là, ils partent comme des torpilles pour aller colmater la brèche. Parce que si le niveau d'eau baisse, au bout d'une journée, 2 jours, ça va ouvrir les portes qui sont sous l'eau. Et ça va permettre aux coyotes et aux loups de rentrer dans la cabane et de dévorer toute la famille. Fait que les castors ont intérêt à maintenir le barrage très étanche et de l'entretenir. On va aller le voir, le barrage. On y va. Voilà, c'est bon. À droite, d'accord. Est-ce que vous voyez la dénivellation? Est-ce que vous le sentez, le barrage? Il y a 1 mètre de large, 1 mètre à peu près. 1 mètre. Et il part de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, là-bas. Ah oui. Hey, ça, c'est un petit barrage. Il y a des barrages qu'on voit par satellite. La NASA ont vu qu'il y avait un barrage ici, dans le nord de l'Alberta, à côté du Manitoba. Là. Ça, c'est un très petit barrage. Il est petit. Et tout dépendant du courant ou de la situation, couvert végétal, tout ça, les castors ont des plans. Regarde, ça, là, c'est comme le style Oméga. Tu as une ailette là, avec le U, comme ça. Ça, c'est classique. Un barrage qu'on voit très souvent, ce type de barrage-là. Et ça, c'est le premier plan d'eau, le premier barrage. Tu as le deuxième plan d'eau et un deuxième barrage qui est là. Un troisième plan d'eau et un troisième barrage. Et là, vous avez entendu la voiture qui passe? Et là, ça, c'est le chemin que vous avez emprunté pour monter à la pourvoirie. Nous, on l'a créé il y a 30 ans, ce chemin-là, pour acheminer des matériaux, pour construire des chalets. En faisant ça, on a passé ici, on a créé un chemin, mais on a empiété le territoire des castors. Ce qu'on a fait, on a quand même mis un tuyau sous le chemin pour laisser écouler l'eau. Les castors ne se laissent pas faire. Eux, ils passent à travers le tuyau et ils continuent à faire des barrages. Ils n'arrêtent jamais. Si jamais le premier barrage cède, ils ont prévu le coup. Le deuxième, il est prévu pour ça, pour retenir le ressac. Parce que le plan de match, c'est quoi? Il ne faut pas que le niveau d'eau baisse et ouvre les portes. Eux, ils s'en souviennent. Et ça va permettre aux prédateurs de rentrer dans la cabane. Ils ont prévu ça. Et l'hiver, là, il tombe 3 à 4 mètres de neige, plus 1 mètre de glace. Le printemps arrive. Tout ça, ça fond. Mais ça crée un réservoir d'eau qui est énorme, là, qui fait une pression sur le barrage. Et là, le barrage va céder. Ça se peut pas, il y a une limite, là. Et les castors le savent. Mais ils savent aussi qu'eux ont des grosses bédaines avec des petites pattes courtes. Et quand ils marchent, là, c'est pas très élégant, le castor. La bédaine traîne par terre. Fait qu'ils vont utiliser leur ventre pour marcher 50 fois là, 60 fois là, 80 fois là. Ça crée des golets. C'est comme des valves qui rouvrent des robinets, qui rouvrent pour laisser évacuer l'excédent d'eau pour sauver le barrage. Il y a moins de pression qui se fait, l'eau s'en va.
Ils ont pensé à ça, t'imagines? Moi, je vote l'année prochaine pour le parti des castors. Si jamais il y a une partie castor, Ah là, oui, oui, il faut là. Hein. c'est qu'ils pensent continuellement, c'est pour leur survie. Une société, quand on élit un gouvernement, c'est pour notre survie collective. Les castors, ils réussissent à le faire. Ils sont Ouais. plus forts que nous. Hein. Ouais, Oui. ouais. Les castors, ils sont herbivores. C'est-à-dire qu'ils vont tout manger ce qui est feuillu. Le peuplier faux-tremble, les râpes de Pennsylvanie, le cerisier, le merisier. Bref, là, vous avez remarqué, ce qui est resté, là, c'est juste le conifère. Pourquoi? Parce que c'est dégueulasse. Ils trouvent que ça goûte la térébenthine. Fait qu'ils vont juste se concentrer sur le nénuphar, les rhizomes de nénuphar, le peuplier faux-tremble, tout ce qui est, c'est l'écorce des arbres feuillus qu'ils aiment beaucoup. Et une fois qu'ils ont tout bouffé ça, après 2 ans, 3 ans, les petits castors ont encore faim. Et ils voient, ils le sentent que là-bas, à l'autre bout, il y a des talles de peuplier, du merisier, du cerisier, mais ils ne peuvent pas se rendre, il n'y a pas d'eau. S'ils marchent, là, c'est à peu près 30 mètres. Ils vont se faire happer par les prédateurs. Parce que je vous l'ai dit, ils ne sont pas habiles. Ils se promènent. Donc, pour aller atteindre ces talles-là, ils voient bien qu'il y a une petite rivière qui coule, avec les pattes griffées en avant, palmées en arrière. Ils vont pousser des roches dans la petite rivière. Puis ils en poussent des roches. Ensuite, avec leurs dents, ils vont abattre des gros arbres. Un premier, bang, qui tombe dans les roches. Un deuxième, bang. Ça, c'est la fondation du barrage. Ensuite, ils vont couper des centaines et des centaines de rondins. Ça va? Oui. Ils vont couper des centaines et des centaines de rondins. Ça, c'en est ici, tu vois? Regarde, ça, c'est eux qui ont coupé ça. OK? Fait que là, c'est comme ça. Tac, ils les coupent et ils fabriquent leur propre matériaux de construction. C'est des numéros 8, des numéros 10. C'est leur castorama ici. Fait que de gauche à droite, ils vont commencer la structure. Clac, 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 c'est la charpente. Ensuite, les castors vont aller se promener sur les rives et tu vas les voir à un moment donné, tu sais, avec ça sur le dos. On appelle ça du torchis ou une sorte d'étoupe. Et là, ils se promènent. Là, tu vois des petits tas de boue. Ils se promènent sur eux. Merde, c'est quoi ça? C'est les castors comme des camions. Ils transportent ça sur leur dos. Ils arrivent devant la structure. Ils déposent ça et avec les pattes, ils rentrent ça dans les interstices. Ça, c'est la maçonnerie. Maçonnerie, charpente. Maçonnerie, charpente, maçonnerie. Ils arrêtent ça là. Le soleil vient extirper un peu l'eau. Et là, le barrage, lui, il prend en pain. Là, la petite rivière, elle est emprisonnée. Et au bout de 2 heures, elle se met à gonfler. Et au bout de 2 semaines, au bout de 2 mois, au bout de 2 ans, ils inondent la forêt sur 2 kilomètres. Là, les castors, ils sont en sécurité dans l'eau, en BMW. Et là, wow, ils vont se rendre au peuplier, au cerisier, au merisier. Ils vont se mettre à bouffer des années. 35 kilos, ils deviennent gros. Ensuite, ils vont se construire des penthouses. Ensuite, ben, pourquoi pas, ils sont rois et maîtres. Cigares, cognac. Ils sont rois et maîtres des lieux. Et nous, les humains, on vit avec eux. Ils ont complètement inondé, ils ont complètement inondé l'autoroute à côté. Le champ de maïs du cultivateur, complètement inondé. Là, on a une requête qui nous vient du ministère de l'Agriculture, une du ministère de la Voirie, qui est acheminée à la Fédération des trappeurs et gestionnaires du Québec, section Mauricie. Mon nom apparaît, Pierre Thibault, Alex Rondeau, David Robillard. Bref, on l'a pas mal tous donné nos noms. Et là, je regarde mon horaire personnel. Ah, je me dis, je suis disponible en fin de semaine, je vais prendre le contrat, je vais aller en forêt. Je vais aller identifier le barrage, c'est ce que je fais, et je vais faire aussi une prescription. Je vais dire, bon, on va garder ça simple. Je vais mettre un piège à castor là, un deuxième ici, et un troisième piège à castor là-bas. On attend. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, tac, 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 on les attrape. On les mange. Bourguignon, excellent. Les grosses fesses en arrière. Là.
Excellent. Castor bourguignon, c'est très bon. Ensuite, la fourrure, on la garde parce que plus tard, on va l'épioter et on va la mettre en vente. Mais là, le problème n'est pas réglé. C'est encore inondé des deux côtés. Ce qu'on fait, on est à la source du problème qui était le castor. Ça, c'est faux. Ça, on a réglé ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec les côtés inondés? On fait appel à un bout de feu. Un bout de feu, c'est un dynamiteur. Lui, on lui donne le contrat, il rentre en forêt avec son sac à dos, les bâtons de dynamite dans le sac à dos, le détonateur, et puis lui aussi va garder ça simple. On aime les choses simples ici. On va mettre un bâton de dynamite, 2, 3. Boum! On fait exploser le barrage. On vient en harmonie avec la nature ici. Et là, de gauche à droite, là, le barrage vient de sauter. De gauche à droite, l'eau se résorbe. Il reprend son lit initial. Et retourne au lac Blanc. On se reverra dans 3-4 ans. Notre travail de trappeur est terminé. On fait ça avec les municipalités, avec les villages, aux besoins. Mais le vrai travail d'un trappeur, là, c'est de gérer un territoire qui a 60 à 100 km². Tu as ta cabane, tu as tes pièges, ta saison commence au mois d'octobre et elle se termine au mois de mars. Janvier, février, c'est le pic. C'est là qu'il fait vraiment froid. Moins 30, moins 32, ça peut durer 6 jours, 7 jours. C'est là que la fourrure, elle est la plus belle, elle se transforme. La bourre, elle est très serrée. Et le genre, il est très soyeux. C'est les plus belles fourrures. 1985, les mouvements anti-fourrure en France ont fait baisser la demande et la moitié des trappeurs se sont retrouvés en chômage et maintenant on est debout sur des barrages en train de parler à des Français pour gagner notre vie et des Suisses. 1-0 pour Brigitte Bardot. Mais quand même, je vais vous avouer une chose. Quand j'ai commencé à piéger, il y a 17-18 ans de ça, c'était pour être le plus souvent possible en forêt. OK? Mais avec vous, là, c'est la même chose. Presque tous les jours en forêt, c'est vraiment agréable. Et avec vous, j'ai un salaire aussi qui est stable. Parce que quand tu es trappeur, il y a une dame qui vient chercher tes fourrures, elle les amène à Montréal. Et là, à Montréal, jusqu'en 1984, c'était les grandes familles grecques qui s'occupaient de l'évaluation commerciale des fourrures. Maintenant, c'est les grandes familles juives qui s'occupent de l'évaluation commerciale des fourrures et on les met aux enchères, aux encans. La Chine achète, la Russie, des particuliers. Mais on ne sait jamais combien qu'on a fait dans notre année. Donc, 2 mois et demi après l'encan, après l'enchère, là, j'ai mon chèque. Et là, moi, je me dis, ma blonde me dit, on a sûrement fait 8 000 € cette année. Et là, je reçois le chèque, j'ouvre l'enveloppe. Wow! Tout le monde chez McDo! 8 800! Et là, l'année suivante, je rouvre le chèque. 7 600! Ah, merde! Fait que ça fluctue comme la bourse. On ne sait jamais combien on va faire. Et c'est difficile de planifier une vie, organiser un peu. T'sais? Tandis qu'avec vous, moi, mon salaire, il est pareil. Il rentre, beau temps, mauvais temps, français, pas de français, des Suisses, Le salaire rentre pareil. Fait qu'on peut planifier une vie. C'est pas mal plus agréable. T'sais? Oui, c'est sûr. Ouais. Mais je vais vous dire une chose. En 2025, on est peut-être 2000 trappeurs. Je ne suis pas sûr de mon chiffre. 2000 trappeurs. La moitié, ce sont des Amérindiens de la nation des Naskapi, Algonquins, Hurons, Abénakis, et surtout, Algonquins, Abénakis, mais surtout, c'est les Cris de la baie James. Eux, leur territoire s'appelle Iyu-Ishi, et c'est grand comme l'Allemagne. 300 familles, 300 territoires de trappe, et ils fonctionnent très bien. Mais on s'est aperçu d'une chose, les villages amérindiens qui vivent, des Premières Nations, qui vivent encore de façon traditionnelle la pêche, la chasse, la trappe, ont beaucoup moins de problèmes d'alcool et de drogue. Il y a le tissu collectif, le tissu social est encore serré. Les familles sont encore serrées, ça va bien. Mais lorsque, tu sais, les amis écologistes, dont moi, j'en fais partie, je ne suis pas assez militant, mais moi, je suis plus proche du castor.
je prévois à l'avance. Les amis écologistes ont voulu bien faire dans leur ressenti. Là. Ah, ben c'est pas gentil pour les animaux de les prendre. Bon. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'en faisant ça, les 2 années passent, ça traverse l'Atlantique et ça touche les communautés amérindiennes qui vivent en forêt. C'est pas tout le monde qui vit à Dubaï. C'est pas tout le monde qui vit à Pont-à-Mousson ou qui vivent, je sais pas, à Milan ou qui vivent chez vous en Suisse, dans des sociétés plus de culture numérique maintenant. À l'époque, c'est plus technologique. Il y a beaucoup d'êtres humains qui vivent encore en forêt à travers la planète Terre, que ce soit du Brésil à l'Australie, au Canada. Et eux vivent avec la nature. Ben oui, mais là, ça y est pas. Hein. Ah bah oui, là. On touche ensemble. Le capitaine, le commandant. On se jette à l'eau. Est-ce que tu m'aides, capitaine? Allez, dans le ballon, François.